Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Face à l'escalade de violence dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Union africaine appelle à un cessez-le-feu immédiat. Ce week-end, le groupe armé du M23 a gagné du terrain alors qu'au même moment, Kinshasa a pris la peine d'expulser l'ambassadeur rwandais de la RDC. Nouvelle attaque sanglante à Mogadiscio, la capitale somalienne. Au moins 100 personnes ont été tuées dans un double attentat à la voiture piégée. Les islamistes radicaux Shebab ont revendiqué l'attaque. Le Brésil se lève ce lundi matin avec un nouveau président élu. Après 4 années au pouvoir, Jair Bolsonaro cède sa place à Lula da Silva. C'est un nouveau mandat pour le leader syndicaliste qui avait dirigé le pays de 2003 et 2011. Voilà pour les titres. Nouveau week-end sous tension dans l'est de la RDC. Samedi, les villes de Rutshuru et Kiwanja sont tombées aux mains des rebelles du M23. Une offensive qui a conduit l'armée à lancer une contre-offensive. Face à cette escalade de violence, l'Union africaine appelle à un cessez-le-feu immédiat. Émeric Torognon. Alors que les combats s'intensifient à l'est de la RDC entre l'armée et les rebelles du M23, dimanche, l'Union africaine, dans un communiqué, a appelé toutes les parties prenantes à un cessez-le-feu immédiat. L'Union africaine appelle toutes les parties à établir un cessez-le-feu immédiat, à respecter le droit international, la sécurité des civils et la stabilité aux frontières de tous les pays de la région. Le président en exercice de l'UA, Macky Sall, et le président de la commission de l'organisation régionale, tous deux signataires de ce communiqué, se disent préoccupés par cette escalade de violence qui provoque de nombreux morts dans le rang des civils et des milliers de déplacés. Face à ce regain de tension dans l'est de la République démocratique du Congo, les deux personnalités appellent à prioriser le dialogue. Ils exhortent en outre toutes les parties prenantes à s'engager dans un dialogue constructif dans le cadre du mécanisme existant, le cadre de paix, de sécurité et de coopération de l'Union africaine pour la RDC et la région, et du dialogue de paix intercongolais de la communauté d'Afrique de l'Est. L'organisation continentale mise sur le dialogue intercongolais prévu du 4 au 13 novembre à Nairobi, la capitale kenyane, initié par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui prévoit aussi l'envoi d'une force régionale de maintien de paix à l'est de la RDC. Une solution balayée d'un revers de main par l'opposant Martin Fayulu, invité la semaine dernière sur le plateau de nos confrères de France Média Monde. Pour nous, Eastern African Community, ce n'est pas notre affaire. Le Congo doit renforcer son armée, entraîner son armée, équiper son armée, et avec la volonté des Congolaises et des Congolais, nous allons gagner cette guerre. Et si nous voulons un renfort, c'est que nous devons nous adresser aux pays partenaires, les vrais du Congo, pour combattre l'agression. Le peuple ne veut pas de cette guerre, le peuple ne veut pas de cette agression, le peuple ne veut pas de cette violence, et Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de suivre le peuple. Pendant ce temps, l'Union africaine se dit extrêmement préoccupée par la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RD Congo. Les autorités congolaises, quant à elles, accusent Kigali d'être à l'origine de ces violences par un appui militaire et logistique aux rebelles du M23. Ce que rejette le Rwanda. Dimanche, des jeunes à Goma ont manifesté en brûlant le drapeau rwandais. Manifestation hostile à Kigali concorde avec l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda hors de la RDC. Annonce faite samedi soir par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Un départ forcé qui intervient alors que Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23. Les autorités congolaises disent avoir des rapports émanant notamment des drones qui démontreraient l'arrivée massive des troupes rwandaises sur le sol congolais et qui appuieraient le mouvement rebelle du M23. Une décision que regrette le Rwanda. Écoutez. En réponse à l'escalade avec la RDC, le Rwanda note avec regret la décision du gouvernement de la RDC d'expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Et sur le terrain sécuritaire, toujours, le nord du Mali a de nouveau été le théâtre d'affrontements meurtriers. Samedi dernier, les combats ont eu lieu entre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et les hommes du groupe État islamique au Sahel, dans les localités de la région de Ménaka. Selon des sources locales, les affrontements auraient duré quelques jours.
de quoi forcer les populations civiles à quitter précipitamment leur village. À ce stade, difficile de dresser un bilan humain, mais plusieurs sources font état de plusieurs dizaines de victimes de part et d'autre. C'est un lourd bilan qu'a connu la capitale somalienne de Mogadiscio. Au moins 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans un double attentat à la voiture piégée, perpétré dans la capitale samedi, près du carrefour animé de Zobé. Selon le président Hassan Sheikh Mohamud, le bilan pourrait s'alourdir. Valentine Exantus pour les détails. Jusqu'à présent, on compte 100 morts et 300 blessés et le nombre de morts et de blessés continue d'augmenter. 2 voitures remplies d'explosifs sont à l'origine de ce lourd bilan annoncé par le président somalien. 2 véhicules kamikazes qui ont explosé à quelques minutes d'intervalle, surprenant les passants du carrefour animé de Zobé. J'ai été témoin de la première explosion, puis j'ai fui la zone. Alors que j'étais sous le choc de la première explosion, une autre explosion a secoué la même zone. Il y a des morts et des blessés, mais je ne connais pas le nombre exact de victimes. Ce double attentat à la voiture piégée de samedi, en plein centre-ville de la capitale somalienne Mogadiscio, a provoqué d'importants dégâts matériels. Le souffle des explosions a brisé les fenêtres des bâtiments et a fondu les murs des maisons voisines. Un spectacle de désolation qui rappelle l'attentat d'il y a 5 ans. À ce même carrefour très fréquenté, un camion avait explosé le 14 octobre 2017, tuant 512 personnes et en blessant plus de 290. Un souvenir encore douloureux pour beaucoup en Somalie. Qui sont ces victimes? Des Somaliens qui se remettent des attaques perpétrées il y a 5 ans dans la même région. Certains se remettent de leurs blessures, d'autres sont handicapés, d'autres encore sont des orphelins qui ont perdu leurs proches dans l'attaque précédente. Selon les autorités somaliennes, l'attaque à la voiture piégée de samedi visait le ministère somalien de l'Éducation. Elle a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab, un groupe qui au cours de ces derniers mois a multiplié les attentats dans de nombreuses régions du pays. Une vague de terreur condamnée par le gouvernement qui réaffirme sa détermination à combattre les groupes djihadistes. Nous et le peuple somalien musulman sommes en guerre contre ces hommes. Au moment où nous parlons, des combats contre eux se déroulent dans de nombreuses régions du pays, que ce soit dans l'état de Galmudug, d'Hirshabelle, du sud-ouest ou de Jubaland. Ce lundi, la Somalie a demandé l'aide de la communauté internationale pour venir en aide aux blessés, alors que les bulldozers continuent de déblayer le site de l'explosion à la recherche de victimes sous les décombres. Dimanche, ils étaient plusieurs milliers de manifestants dans les rues de Khartoum au Soudan à protester contre le régime malgré une répression qui a déjà fait 119 morts et des milliers de blessés selon les médecins. Pour rappel, le 25 octobre 2021, un coup d'État lancé par le général Abdel Fattah el-Burhan éclate et arrête brutalement la transition démocratique lancée en 2019 après la chute d'Omar el-Béchir. Depuis, chaque semaine, les manifestants se retrouvent dans la rue avec toujours la même revendication, le retour des civils au pouvoir. Je vous propose d'écouter l'un d'eux. Actuellement, on vit dans un non-État. Nous, on veut un vrai État. Donc on poursuit notre mouvement. Ça fait 1 an. On a perdu plus de 118 martyrs, mais on continuera avec des milliers de manifestations. Aucune information n'a filtré. Après 6 jours de négociations, les pourparlers de paix entre rebelles tigréens et gouvernement éthiopien devraient se poursuivre. Alors qu'ils devaient initialement prendre fin dimanche 30 octobre, les 2 parties auraient fait des propositions séparées lors des premières séances. Et selon des sources diplomatiques, les 3 médiateurs de l'Union africaine se seraient efforcés de trouver des points de convergence. Souvenez-vous, vendredi dernier, l'alerte enlèvement au Tchad d'un franco-australien était donnée. L'homme qui travaillait pour Sahara Conservation Fund, une ONG de préservation de la faune, a finalement été libéré en bonne santé après 48 heures de captivité. Des opérations se poursuivent pour appréhender les 5 ravisseurs dans l'extrême nord du Tchad, près de la frontière avec la Libye, une zone qui est régulièrement le théâtre d'affrontements entre l'armée et les rebelles ou les orpailleurs. Le Burkina qui n'exclut pas de réexaminer ses rapports avec la Russie, des explosions entendues ce matin à Kiev en Ukraine et au moins 132 personnes mortes après l'effondrement d'un pont en Inde. C'est le reste de l'actualité réalisée par Lorraine Mabou et Noël Dong.
En proie à des violences djihadistes depuis 7 ans, le Burkina n'exclut pas de réexaminer ses rapports avec la Russie dans le respect de sa souveraineté. C'est ce que déclare le nouveau Premier ministre burkinabé, Apolline Kyelem de Tembela. Le nouveau chef du gouvernement ne lie pas cette décision aux marcheurs pro-russes dans son pays. Pour le Premier ministre burkinabé, la première marche à faire serait une marche contre le terrorisme pour exprimer le patriotisme de chacun. Les nouvelles autorités du pays ont lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Objectif : intensifier la lutte anti-djihadiste. Plusieurs explosions visant des installations énergétiques ont été entendues lundi matin à Kiev et dans plusieurs régions d'Ukraine. Certains missiles auraient été abattus par la défense anti-aérienne, tandis que d'autres ont atteint leur cible, a déclaré le conseiller de la présidence ukrainienne, Kirilo Timoshenko. L'armée de l'air ukrainienne a évoqué plus de 50 missiles de croisière lancés par la Russie. Le maire de la capitale, Vitaly Klitschko, a indiqué qu'à Kiev, 80% des consommateurs de la capitale restent sans approvisionnement en eau et 350 000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Sur tout le territoire, des centaines de localités ukrainiennes sont actuellement privées d'électricité. Au moins 132 personnes sont mortes dimanche après l'effondrement d'un pont suspendu sur la rivière de Machou, dans la ville de Morbi, à l'ouest de l'Inde. Et plusieurs autres victimes sont dans un état critique. Construit au 19e siècle, le pont de 230 mètres venait de rouvrir au public après des travaux de rénovation. Plus de 400 personnes se trouvaient sur la passerelle quand l'accident s'est produit. Des personnes étaient accrochées au câble du pont pendant que des équipes de sauveteurs s'efforçaient de les secourir. Le gouvernement de l'État du Gujarat a nommé une équipe de 5 enquêteurs pour déterminer les causes de cet effondrement survenu lors d'une fête religieuse. Un discours plein de promesses. Hier soir, Lula a crié sa victoire en remportant 50,9%. Lula da Silva devient le nouveau président du Brésil contre 49,1% pour le président sortant Jair Bolsonaro. C'est l'écart le plus serré entre deux finalistes de la présidentielle depuis le retour à la démocratie après la dictature militaire qui s'est achevée en 1985. Retour sur cette soirée électorale avec Mathieu Nicolas. Des fumigènes qui éclairent les rues bondées de monde, des cris de joie qui rythment les pas de danse, mais aussi des larmes de soulagement qui coulent sur beaucoup de visages. Le Brésil semble avoir remporté une énième Coupe du Monde de football et pourtant, la joie de ses habitants de Sao Paulo n'est guère une histoire de ballon rond. Lula vient tout juste d'être élu président du Brésil. C'est la vie, c'est la douleur et c'est la victoire. C'est du cran, beaucoup de cran. Et par-dessus tout, la justice. Il représente la justice. Dimanche soir, Luiz Inácio Lula da Silva a battu son rival Jair Bolsonaro après un scrutin plus que serré. 50,84% des voix pour Lula contre 49,16% pour Bolsonaro. Figure de la gauche brésilienne, Lula fait son retour au poste de président et brigue un nouveau mandat dans un pays complètement différent de son premier passage à la tête du pays. Un Brésil dans le cruel besoin de paix et d'unité selon lui. En ce jour historique, le 30 octobre, la majorité des Brésiliens ont clairement fait savoir qu'ils voulaient plus et non moins de démocratie. Le nouveau Brésil que nous voulons construire à partir du 1er janvier n'est pas seulement intéressant pour le peuple brésilien, mais pour toutes les personnes qui travaillent pour la paix, la solidarité et la fraternité partout dans le monde. Le Brésil est ma priorité, le peuple est ma cause, et combattre la misère est la raison pour laquelle je vivrai jusqu'à la fin de ma vie. Du côté des bolsonaristes, la défaite est dure à avaler. Comme ici à Brasilia, la capitale, où des centaines d'entre eux se sont mis à prier et à chanter en chœur. À l'inverse de ses partisans, silence radio pour Jair Bolsonaro. Le président sortant, battu sur le fil, ne s'est toujours pas exprimé après sa défaite. Un silence assourdissant, laissant planer la menace d'une éventuelle contestation de ce résultat.
Coup de projecteur à présent sur la Côte d'Ivoire. La capitale économique ivoirienne poursuit la modernisation de ses infrastructures. Un chantier nécessaire mais qui inquiète les riverains du métro urbain. Reportage. Comme un château de cartes, des bâtiments autour de la construction du métro urbain d'Abidjan se sont écroulés et continuent de s'écrouler sur une distance de 37 km dans Abidjan. Les habitants ont été sommés de quitter leur logement sans préavis, comme nous explique cette veuve animée par la peur pour la scolarité de ses enfants. Pour elle, c'est toute une vie de plus de 40 ans qui s'envole. On est inquiet. Où faut partir avec nos enfants? Même si je pouvais dire à mes parents de m'aider là. Mais chacun a ses biens. Voilà mes petits-enfants. Je ne veux pas les inscrire. Je vais où? Avec mes enfants, je vais où? Même ici, un locataire, avant de lui dire de quitter ta maison, tu le préviens. Ça fait comme de 40 ans que je suis ici. À proximité du camp du 43e BIMA de l'armée française situé dans la commune balnéaire de Port-Bouët, ce sont plus de 150 familles qui sont concernées sur les 13 000 affectées par le projet. Les riverains n'entendent pas baisser les bras. Ils se sont constitués en collectif pour défendre leurs droits et intérêts. Ce que nous demandons, nous souhaiterions de nos gouvernants, ils dévient le passage du métro. C'est tellement simple, c'est plus moins cher que de tuer 150 familles qui font peut-être 1500 personnes. Autour de ce projet de désengorger et de désenclaver des banlieues du Grand Abidjan, c'est le désespoir chez les habitants. À en croire cette retraitée de 72 ans, 2 personnes ont déjà trouvé la mort depuis l'annonce de cette nouvelle dans sa cité. Nous demandons pardon au président de la République. Nous sommes ses vieux enfants. Il ne faut pas qu'ils nous laissent dans la rue. La Société ivoirienne de la gestion du patrimoine ferroviaire assure que toutes les personnes impactées par ce projet seront indemnisées. Tout le monde aura gain de cause à partir du moment où ces personnes-là viendront à nous avec des documents fiables. J'en parle parce que, notamment en ce qui concerne le foncier, il y a beaucoup qui sont propriétaires des terrains, mais ils n'ont pas de papiers vraiment qui puissent nous permettre de leur reconnaître leurs droits. Le métro urbain d'Abidjan devrait entrer en service en 2025. Une bonne nouvelle pour les usagers qui seront plus de 500 000 à l'emprunter chaque jour. Un reportage que vous retrouverez dans son intégralité ce soir à 20h30 sur Télésud. Célébrer la beauté des corps dans toute leur diversité, c'est tout l'enjeu du défilé My Scars Are Beautiful. Mes cicatrices sont belles, initié par la création ougandaise Monica Katoko. Le défilé valorise des mannequins dont les corps sont marqués par des cicatrices externes et internes. Valentine Exantius. Baptisé Mes cicatrices sont belles, ce défilé en est à sa première édition. Sur le podium, hommes et femmes se succèdent, arborant fièrement leurs différences. Une expérience qui leur fait tout simplement du bien. À l'image de Lucie Kemigissa, l'une des mannequins victimes d'un incendie domestique en 2011, qui a su relever le défi. Cet événement représente beaucoup pour moi. Avec le thème « Mes cicatrices sont belles », il fait ressortir ce que nous avons toujours voulu entendre. Par exemple, avoir des cicatrices ne vous rend pas laide. Oui, vous êtes belle, mais d'une manière différente. Vitiligo, cicatrices de brûlure, mannequin grande taille. Ici, on est loin des silhouettes qui arpentent les podiums de défilés de mode classique. Monica Katoko, organisatrice de ce projet mode, a entièrement dédié sa plateforme à la diversité des morphologies, aux rares maladies et affections liées à la peau qui existent en Ouganda. Cet événement est un spectacle avec une cause, une noble cause. Nous voulons encourager les femmes de grande taille à se sentir belles comme elles sont. Il en va de même pour les personnes ayant des cicatrices. Je suis Monica, j'ai 2 cicatrices sur mon ventre. L'organisatrice de ce premier défilé qui prône l'acceptation de soi et de son histoire compte faire de l'événement un rendez-vous annuel en Ouganda. Convaincue que les visages et les corps marqués ont eux aussi leur charme et méritent d'être mis sur scène devant un public. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle édition et en attendant, bonne suite de programmes sur Télésud.